Delphine vient souvent se recueillir sur la tombe de sa sœur aînée. Le 20 juin 2008, Catherine a été tuée par son ex-compagnon, le père de ses 4 enfants. Depuis 2 ans, Delphine se pose toujours la même question. Je me demande pourquoi. Pourquoi ôter une vie? Je veux à la fois des réponses et à la fois une sanction. Et à la fois, je l'appréhende parce que c'est revenir sur des souvenirs, revenir sur tout ce qui s'est passé. Et à la fois, je pense que ça permettra aussi d'avancer. Je pense que qu'ils prennent 10, 20, 30 ans, ça ne la ramènera pas. Par contre, ça peut être exemplaire pour d'autres. C'est ici que Delphine et Catherine ont grandi au sein d'une famille aimante. Pour la première fois depuis le meurtre, Delphine revoit les photos de sa grande sœur. Je les évitais. C'est pas bien, mais j'y arrivais pas. Après une jeunesse heureuse, Catherine rencontre son compagnon. C'est ici, dans cette maison, qu'elle vit avec lui et leurs 4 enfants. Une maison qui abrite beaucoup de souffrances. Dans sa famille, personne ne le sait, mais Catherine est victime de violences conjugales. Elle n'a jamais rien dit. Elle donnait l'image de quelqu'un qui était heureuse. Vous ne soupçonniez pas du tout les violences conjugales? Non, et puis elle parlait de son ex-compagnon avec tellement d'amour que... Mais à la fois, on savait sans savoir, et c'est ça qu'aujourd'hui qui est difficile en fait. C'est se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose pour la sauver? Mais Catherine évitait les questions gênantes et revenait toujours à sa seule et unique priorité, ses enfants. Ça ne doit pas être facile de dire à ses proches, il me tape, il me violente. Une seule fois où apparemment elle s'était cassé le coude, j'avais été la voir à l'hôpital et bon, apparemment c'était lui qui l'avait tapé, hein, mais moi, la version qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle avait glissé dans le couloir. Ça aurait terni l'image idéale de la famille telle qu'elle la voyait. Pourtant, quelques mois avant le meurtre, Catherine commence à parler. Plusieurs fois, elle se rend en secret à la Maison des femmes de Villeneuve-sur-Lot, un centre d'écoute pour femmes battues. C'est Marie-Christine, une permanente de l'association, qui reçoit ses confidences. À plusieurs reprises, elle a tenté de venir nous voir avec cette difficulté pour elle de pouvoir dénoncer officiellement ce dont elle était victime, les violences de la part de son mari. Ça commençait toujours par des insultes, des humiliations, des vexations. C'était effectivement l'humilier devant ses enfants parce que bon, c'était une mauvaise mère, c'était pas une bonne épouse. Elle avait perdu totalement confiance en elle, elle savait plus. Donc voilà, c'est toutes les formes de violence que peut subir une femme aujourd'hui, elle les avait. Jusqu'au jour où Catherine est tuée par son compagnon à coups de couteau. C'était le 20 juin 2008. Palais de justice d'Agen il y a 2 semaines. 2 ans après le drame, le procès du meurtrier va s'ouvrir. Il doit durer 2 jours. L'ex-compagnon de Catherine est extrait de sa cellule. Il est conduit dans le box des accusés. Il va maintenant devoir s'expliquer devant la justice. Delphine arrive au tribunal avec sa mère et ses 2 autres sœurs. Leur avocat, Maître Martial, les rassure avant le début de l'audience. Bon, en tout cas, vous vous assirez devant, et puis vous faites comme vous voulez, d'accord? Et surtout, vous sortez, vous entrez, comme vous le voulez aussi. Il n'y a pas d'obligation. Bon, ça va être difficile, mais on va vite rentrer dans le vif du sujet, donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Au premier rang, la famille de la victime s'installe face à l'accusé. À ses côtés, les 2 filles aînées du couple, Élodie, 22 ans, et Sandy, 18 ans. Elles ont été les témoins des violences de leur père. Maître Brussiot va représenter les enfants pendant ces 2 jours. Maître Fagot, elle, assure la défense de l'accusé. Son client risque la perpétuité
pour meurtre. Ce procès pour lui est une épreuve. C'est une épreuve qu'il a voulu très clairement affronter dans l'intérêt de ses enfants. Il se devait de le faire, bien conscient, très lucide de tout ce qu'il leur a déjà enlevé. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Durant cette première matinée, les débats portent sur la personnalité de l'accusé. Âgé de 46 ans, ce père de famille enchaîne les emplois dans le bâtiment, jusqu'au jour où il arrête de travailler pour des problèmes de dos. C'est alors Catherine qui fait vivre la famille. Aide à domicile, elle ne compte pas ses heures. Une situation économique difficile qui aggrave les violences à la maison. À la barre, les filles témoignent. C'est la première fois qu'elles racontent leur quotidien. Une épreuve terrible pour elles. Élodie, l'aînée, se confie à Maître Martial. Et quand tu es venu déposer, ça t'a trouvé ça violent, hein? Ouais. Tu étais perdu. Non mais c'est impressionnant de se retrouver. En tout cas, rassure-toi, hein, ce que tu as dit, c'était bien. Hein? Ouais. Donc n'est pas non, de... mais c'est pas ça, c'est après, je me suis dit, j'aurais pu dire ça, mais T'aurais pu dire ça, ouais. Pour l'avocate des enfants, c'est la honte qui les a empêchés pendant des années de parler des violences subies par leur mère. En fait, on est dans une bulle et on a un homme différent, une famille différente quand les portes de la maison sont refermées avec une grande violence à l'intérieur de la maison. Et dès que tout le monde sort, personne ne parle de ces violences et on donne le change. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ont expliqué qu'elles s'en veulent. Elles s'en veulent de ça parce que leur silence à elles a aussi fait qu'il n'y a pas eu d'aide et que la situation a pu s'aggraver. Je crois qu'il s'agissait vraiment d'un mode de fonctionnement de ce couple qui était sans cesse voilà, dans la provocation. C'était une manière, je pense, pour eux de communiquer. Quand le président interroge l'accusé sur ces violences, il met en cause son ex-compagne. Elle le poussait à bout, dit-il. Une version qui choque la famille de la victime. Là, il paraît étonnamment calme. J'avais plutôt, moi, l'image de quelqu'un de plus expansif. Et après, la description qu'il fait de ma sœur est particulièrement étonnante. Il décrit quelqu'un que je ne connaissais pas. Il l'a décrit comme quelqu'un qui avait plus d'autorité que lui, et alors que ça ne lui ressemble pas. Elle était plutôt quelqu'un d'effacé. En tout cas, quand moi je les voyais en couple, elle était plus effacée que lui. Et c'est surprenant. Il est sûr de lui pour tout. Il est froid. Bon. Moi, je dis, il l'a fait. Il savait ce qu'il faisait, c'est tout. Il n'a même pas demandé pardon, rien. À ses filles. C'est même pas à ses filles, ça c'est très dur. Pour la mère de Catherine, l'épreuve est trop douloureuse. À l'interruption d'audience, elle nous emmène un peu à l'écart pour nous parler de sa fille. Elle avait son caractère comme tout le monde, hein, mais très douce, très agréable. Et puis alors, c'était surtout maman adorable, je pensais. Elle était que pour ses enfants, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'elle aimait, elle m'a toujours dit qu'elle aimait son mari. C'est justement la question des sentiments au sein du couple qui est au cœur des débats de l'après-midi. Pour l'avocat de la famille, l'amour de Catherine pour son ex-compagnon était un amour à sens unique. Même si lui n'a jamais prononcé une seule fois ce mot, ne serait-ce que depuis le début de l'audience, en tout cas, lui, elle ne le voit que comme un amour et comme l'amour de sa vie. Et pendant ces 25 ans, c'est ce qu'elle va essayer de lui démontrer. Elle échoue, bien évidemment. Je pense qu'elle avait une vie qui était invivable, avec des violences, avec une situation d'emprise. Mais qu'elle supportait ça en se disant « mais je l'aime, mais il m'aime ». Mais un jour, un événement fait tout basculer. Il avoue à sa femme qu'il a une maîtresse. Catherine supporte les violences, mais elle ne supporte pas l'infidélité de son compagnon. Elle décide de le quitter. À ce moment-là, toutes les violences devenaient complètement injustifiées à ses yeux. Et elle ne pouvait plus se réfugier derrière une image d'amour idéal, de famille parfaite. Et elle part encore avec amour parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir arranger les choses. Elle se trompe encore une fois parce que la seule chose qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle lui appartenait. L'accusé a d'ailleurs gravé leurs 2 prénoms sur le mur de la maison. 2 mois avant le meurtre, Catherine prend un appartement dans un village voisin. Le couple s'entend sur une garde alternée des enfants. Une semaine chez leur père, une semaine chez leur mère.
À cette période, Catherine se rapproche de sa famille. Elle a besoin de soutien. Pour la réconforter, Delphine invite sa sœur à déjeuner une semaine avant sa mort. Le week-end avant qu'elle décède, elle était à la maison, on mangeait tous ensemble avec les enfants. Elle avait vraiment besoin d'être soutenue moralement. C'était pas facile pour elle, je pense. Elle quittait quelqu'un qu'elle aimait, en fait, et qu'elle aimait profondément. Donc, je pense que pour elle, c'était difficile, mais c'était quelque chose qu'elle devait faire. Mais un événement va déclencher le drame, le mariage de Delphine. Catherine ne veut pas que son ex-compagnon soit invité à la fête. Elle demande à Delphine de l'appeler. La veille du mariage, elle m'a appelée et elle m'a demandé en fait d'appeler son ex-compagnon. Comme ma soeur avait demandé à ce qu'il ne vienne pas, je lui ai dit non, tu ne viens pas. Du coup, il m'a dit bon, ben, je comprends, mais il était calme. Moi, j'ai continué mes préparatifs en fin de soirée, j'ai eu un coup de fil. Et il fallait venir chercher les enfants. J'ai tout de suite pensé qu'elle était morte. Que s'est-il passé ce jour-là? L'accusé appelle Catherine. Il lui demande de venir pour discuter. Dès qu'elle arrive dans leur ancienne maison vers 18 h, ils se disputent. Elle veut emmener les enfants au mariage. Or, ce week-end, ils sont censés être chez lui. Il n'est pas d'accord. Elle lui tient tête. Furieux, il la bouscule, puis se déchaîne. Catherine est inconsciente, le visage en sang, il la traîne par terre, se rend dans la cuisine et revient avec un couteau. Il lui tranche la gorge et appelle les pompiers. Là, il s'est acharné sur elle. Elle était méconnaissable. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment dans sa tête. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, ils disent qu'il a fait ça par amour. Et c'était pas un acte d'amour. Autrement, il aurait dit je l'aimais et je regrette. Mais si aucune de ces positions il le dit, c'est qu'il n'a aucun regret. Il l'a tué comme on tue un mouton. Une fin tragique que la maman de Catherine redoutait depuis longtemps. Mais moi, c'est une chose que j'appréhendais depuis qu'ils étaient ensemble, je dois dire. J'y ai pensé souvent que ça pouvait arriver. Antoinette a toujours eu des doutes sur les maltraitances dont sa fille a été victime. Elle a essayé plusieurs fois d'aborder le sujet avec elle. Une fois, je revenais de travailler, je suis passée chez elle. Elle avait un œil au beurre noir. Je lui ai dit, mais il t'a tapé. Mais non, elle me dit, je me suis cognée dans le buffet. Alors, jamais elle ne m'a dit qu'elle avait tapé. Vendredi 16 avril, deuxième et dernier jour du procès. Aujourd'hui, Delphine espère obtenir des réponses à ces questions. J'attends beaucoup de choses de cette journée, en fait. J'espère qu'aujourd'hui, il va donner plus d'explications qu'il n'en a donné jusqu'à présent. Et j'espère qu'il aura au moins le courage de s'excuser auprès de ses enfants parce que pour l'instant, il dit qu'il ne peut pas demander pardon parce que c'est pas pardonnable, mais il n'a fait aucun geste vis-à-vis de ses filles et ça me choque. Pourquoi, ce 20 juin 2008, l'accusé est-il entré dans une rage aussi folle? C'est cette question qui va lui être posée à l'audience ce matin. Quelques jours avant le meurtre, l'accusé avait reçu une lettre de Catherine. Elle demandait la garde plénière des enfants. À ce moment-là, il comprend qu'il va tout perdre. La maison et les enfants, qui sont tout pour lui. Comme pour Catherine, il avait gravé leur prénom dans le ciment. Je crois que l'idée de la perdre définitivement avec ses enfants lui a été insoutenable. Qu'il n'aille pas au mariage, c'est une exclusion de la famille. Le fait qu'elle lui dise non, mais nettement non, parce que même avant, elle disait non, mais elle faisait quand même. Là, c'est non, et elle y tient. Elle se tient à ça. Et après, il a réfléchi à tout le reste, au fait qu'elle s'épanouissait, à la requête en divorce. Et tout est remonté. Tout est remonté. Et quand elle est arrivée, c'était son moyen de dominer, de rester dominant. Autant d'éléments qui auraient poussé le compagnon violent à passer à l'acte. À la barre, les experts psychiatres tentent d'expliquer son geste. Et l'expert psychiatre nous explique qu'au moment où elle va s'exprimer, elle va toucher là où ça lui fait très mal.
Et à partir de cet instant-là, elle ne se doute pas qu'elle est en totale effraction du pan le plus fragile de cette personnalité. Et à ce moment-là, il va libérer sa violence, il va libérer sa personnalité très pulsionnelle jusqu'au bout. C'est cette personnalité assez introvertie et très en difficulté pour exprimer ses émotions qui a pu l'amener à commettre cet acte dramatique, puisque à un moment donné, comme une cocotte minute, les choses explosent, toutes ces émotions qu'il tentait de maintenir en lui. L'accusé a-t-il perdu le contrôle de lui-même? Ou était-il conscient de ce qu'il faisait au moment du drame? Immédiatement sous ses yeux, il y a le sang qui coule et c'est le sang qui doit normalement l'arrêter définitivement. Or, lui fait exactement le contraire. Dans une démarche qui est très organisée quand même, il va vers la cuisine et il va choisir un couteau. Mais c'est, je crois, le parcours de celui qui est dans une rage folle et qui va jusqu'au sacrifice de celle qui l'empêche de vivre. Et comme elle s'en va, et comme il craint qu'elle lui prenne tout, il faut qu'elle disparaisse, il faut qu'il la fige dans ce sacrifice et qu'il la regarde mourir et qu'il ne l'entende plus être un reproche par rapport à ce qu'il est devenu. Le médecin légiste insiste sur la violence des coups portés. On sait que Catherine est inanimée sur le sol et qu'elle aurait pu rester en vie. Mais rien n'arrête la rage meurtrière de son compagnon. Le médecin légiste, ça a été très dur. Et effectivement, se retrouver devant les faits, de savoir qu'il aurait pu la sauver, et là, d'en avoir la certitude, d'avoir des professionnels qui nous le disent, on se dit, mais pourquoi il ne l'a pas sauvée? Il est 14 h, l'audience est reprise. C'est l'heure des plaidoiries pour les deux avocats de la famille. Pendant 1h30, ils reviennent sur le quotidien de cette famille. Aujourd'hui, la mère des 4 enfants n'est plus là, leur père est en prison, les enfants sont dévastés. Dans la salle du tribunal, l'émotion est à son comble. Élodie, la fille aînée, est allée voir plusieurs fois son père en prison. Elle veut savoir pourquoi il a frappé, puis il a tué leur mère. Elle n'aura jamais de réponse. Quant à Sandy, la plus jeune, elle a choisi le camp de sa mère. Pour elle, il a enlevé ce qu'elle avait de plus cher. Il n'a pas pensé à eux. Et là, maintenant, elle n'a plus envie de le voir. Elle veut faire sa vie sans lui, se reconstruire. C'est au tour de l'avocat général de faire son réquisitoire. Il demande 18 ans de réclusion criminelle. Le président donne une dernière fois la parole à l'accusé. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Celui-ci évoque l'amour qu'il porte à ses enfants, mais il n'a pas un seul mot pour la victime, avec laquelle il a vécu pendant plus de 20 ans. Ce sentiment de culpabilité, il est évident, il est extrêmement lucide, il sait à quoi s'attendre, il effectuera sa peine parce qu'il sait que cela passe par là. La responsabilité pénale de M. Sadiki est entière. Il n'y a aucune pathologie, il n'y a aucun trouble psychique qui soit susceptible d'altérer sa conscience et la manière dont il devait se positionner au moment de cette scène. C'est-à-dire qu'il a toujours été en mesure de garder la maîtrise. La cour et les jurés vont délibérer. Le tribunal est vide. Pour les familles, c'est l'heure de l'attente. Au bout de 2 heures, le verdict tombe. L'accusé est reconnu coupable de meurtre et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Je viens de le voir, je crois qu'il s'était préparé à entendre une peine plus lourde, donc bien sûr qu'il acceptera cette peine. Je n'envisage pas, et lui non plus, du tout de faire appel de cette décision. Il faut de la sérénité dans l'intérêt des enfants et ce procès devait avoir lieu, il a eu lieu. 15 ans, c'est beaucoup pour celui qui va les subir, bien évidemment. Pour la famille, ça veut dire que pendant plusieurs années, ils vont vieillir sans jamais se voir et qu'ils se retrouveront peut-être un jour, à condition que les conditions soient réunies. Mais en tout cas, ils peuvent espérer se retrouver. Je crois qu'au fond d'elle-même, c'est finalement ce qui était espéré. Voilà. Merci. Pour Élodie, la fille aînée, la peine prononcée n'est pas importante. C'est le procès qu'elle attendait. Bon, t'es pas trop déçu, t'es pas trop écœuré par... Franchement, ça va. Plus de bien que... Oui. Ça te fait plus de bien que de mal? Oui. Bon, mais ça va, écoute, parce que oui, moi j'avais un peu peur que tu... Non, ça va.
D'accord. Bon. Je pense que ça va m'aider justement à avancer. La famille de Catherine, elle, reste sous le choc. Delphine, juste une petite réaction verdict. C'est dégueulasse. Vous êtes en colère, hein? Oui, je suis en colère. J'en ai été déçue, c'est normal. Hein. C'est normal parce que bon, c'est quand même un peu pour avoir enlevé une vie parce que bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire à 7 ans? Et voilà. Est-ce qu'il a déjà presque fait 2 ans? Alors n'importe quel homme peut le faire. Hein. S'il a 20 ans, il a 30 ans, et ben, il a encore sa vie devant lui, il en a quand même supprimé, c'est ça. Hein. Moi je pense à toutes ces femmes qui sont battues, qui sont assassinées, tous les jours il y en a. Hein. Et voilà, franchement. Son avocate n'ayant pas fait appel, la condamnation prononcée contre l'accusé est donc définitive. En France, près de 500 000 femmes portent des prothèses mammaires. Il y a 3 semaines, une marque est retirée du marché par les autorités sanitaires. Elle serait dangereuse pour la santé. 30 000 femmes sont concernées. La justice est saisie. Lucie a 23 ans. Elle habite en banlieue parisienne. Après une perte de poids importante, elle a décidé de subir une opération pour refaire ses seins. Je pesais donc 105 kilos à l'époque. Suite à ça, j'ai perdu donc une quarantaine de kilos. Donc il y a eu des conséquences, hein, bien sûr, hein, comme toute perte de poids. Donc la peau voilà, tombe, donc il y a eu le ventre, mais plus particulièrement donc les seins. Donc pour moi, il a fallu reconstruire entièrement la poitrine, c'est-à-dire enlever la glande mammaire donc à l'intérieur qui était morte, couper beaucoup de peau et voilà. Donc décoller le muscle, mettre la prothèse derrière et reconstruire entièrement la poitrine. Il y a 3 mois, elle subit une opération difficile et douloureuse. Mais la semaine dernière, elle apprend que les prothèses en silicone qu'on lui a posées ont été interdites à la vente. Je l'ai appris samedi dernier donc par courrier de mon chirurgien. Donc la lettre ici, voilà. Donc c'est simple, moi j'ai lu la première phrase. « Chère madame, vous avez subi une reconstruction mammaire par prothèse. Cette reconstruction a utilisé une prothèse de la marque PIP, Polyimplant Prothèse. » Je suis tombée en larmes dès que j'ai lu la lettre. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment ils ont pu faire une telle erreur, hein. Donc après, bon, j'ai lu la lettre jusqu'au bout, je me suis documentée. J'ai été sur Internet, voilà, pour savoir exactement de quoi il s'agissait, pourquoi ces prothèses n'étaient pas, étaient défectueuses. Ces prothèses provoqueraient des irritations et se perceraient prématurément. Comme Lucie, 30 000 femmes sont porteuses de prothèses de la marque PIP. Aujourd'hui, Lucie ne sait plus ce qu'elle doit faire. Financièrement, pour l'instant, je ne peux pas m'attaquer toute seule à cette société, c'est pas possible, je suis encore étudiante. Donc on verra bien par la suite, ou voilà, si je m'associe avec donc les autres filles de l'association créée par une victime également. Et voilà. La victime qui a créé l'association de défense des porteuses de prothèses, c'est Alexandra Bracher. Elle habite Besançon, elle porte elle aussi des prothèses de la même marque. J'ai décidé de franchir le cap et de me faire poser les implants après mon 3e enfant parce que je ne voulais pas avoir à subir une réintervention en cas de nouveau bébé. Et donc pour moi, j'étais vraiment dans l'optique d'être tranquille 10 à 15 ans après et pas de devoir me faire réopérer de manière prématurée suite au fait qu'on m'a implanté des prothèses de merde. Je suis en colère parce que justement, quand on rentre dans cette démarche, on se dit qu'on va être tranquille un certain nombre d'années. On se dit que c'est quand même un matériel très surveillé, très encadré, et on se retrouve avec on ne sait pas trop quoi. Dès qu'elle apprend la nouvelle du retrait du marché de ses prothèses, Alexandra décide de créer une association avec l'aide de son mari pour réunir toutes les victimes. 4 ou 5 jours après l'annonce à la télévision du retrait du marché des prothèses, on a décidé de créer l'association afin de se regrouper et d'avoir du poids parce que chacune de son côté, c'est pas simple. À ce jour, à moins de 3 semaines d'existence de l'association, on a 492 membres effectifs. C'est quand même une fraude énorme. On parle d'un matériel de santé, donc je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça sans réagir et sans être entendu.
Donc vraiment le but de l'association, c'est d'être prise en compte comme des réelles victimes. L'arrêt de l'utilisation de ces prothèses a été décidé par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé. Une agence alertée par un nombre anormal de ruptures et de fuites de ces prothèses. Aujourd'hui, on considère qu'un implant dure facilement une quinzaine d'années. Et là, on a vu des cas de rupture prématurée obligeant au remplacement de cet implant. Donc on a décidé de conduire une inspection, qui est un de nos moyens d'intervention. Et là, on a constaté, à notre plus grande surprise, puisque ça n'avait jamais été observé auparavant, en fait, que le fabricant n'utilisait pas la matière première avec laquelle il avait validé ses implants. Voici l'entreprise qui a produit les prothèses douteuses. Elle est basée à la Seyne-sur-Mer dans le Var. PIP a été le numéro 3 mondial du secteur. Mais dans leurs prothèses, ils utilisent un autre silicone, moins cher, que celui validé par les autorités sanitaires. Quand la supercherie est découverte, les autorités ordonnent le retrait du marché. Pour PIP, c'est le coup fatal. Le 1er avril, l'entreprise est placée en liquidation judiciaire, ce qui déclenche la colère des salariés. Le président du tribunal nous a dit carrément en face, devant les avocats, les créanciers, devant la direction, que ouvertement c'était fini, que l'accusation était prononcée. Les ouvriers demandent des indemnités et menacent de brûler l'usine. Aujourd'hui, les 93 salariés ont tous été licenciés. Mais une question se pose, étaient-ils au courant des produits qu'ils mettaient à l'intérieur des prothèses? On est au courant qu'il y avait 2 jeunes, c'est tout. Ouais. Après, c'est comme je dis, les directives, on le recevait de là-haut. Donc les gens, tout maire, je vais vous expliquer. Pour savoir la composition déjà qu'on utilisait, il faut être chimiste. Donc voilà, donc moi je ne suis pas chimiste de formation, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui sont chimistes, donc eux ils savent exactement ce qu'ils ont fait, quoi. Ils savent réellement pourquoi ils ont utilisé ça, quoi. Après le reste, nous, on n'en sait rien du tout. Oui, il n'y aurait qu'un petit nombre de personnes qui seraient... Ah oui, on va dire c'était en vase clos. On va dire c'était un petit groupe. Il doit y avoir 5-7 personnes qui étaient au courant de ce passé. Et encore, je ne suis pas sûr. Les dirigeants de PIP ont refusé de s'exprimer. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille. Vu l'ampleur du dossier, vu ses implications, sa dimension, le pôle santé publique, pour l'instant le parquet de Marseille, est saisi d'une enquête préliminaire qui vient de démarrer. On reproche à cette société, en tout cas à ses responsables, d'avoir commercialisé depuis plusieurs années des prothèses mammaires qui ne seraient pas conformes à celles qui étaient officiellement déclarées et validées officiellement. Ce qui donc peut être constitutif du délit de publicité mensongère, de tromperie et également de mise en danger d'autrui, puisque apparemment certaines de ces prothèses non conformes pourraient se rompre et causer des désagréments physiques sérieux à leurs porteurs. L'enquête pénale risque d'être très longue. Pour savoir ce que contiennent exactement les implants qu'elle porte, Alexandra a décidé de les faire analyser. L'association a décidé de faire analyser pour elle-même, enfin pour les patientes à titre privé, une des prothèses qui a été rejetée par une de nos membres. Pour cela, Alexandra a fait appel au docteur Dominique Courtois, président de l'Association des victimes d'accidents corporels. Une de nos victimes, effectivement, s'est fait enlever ses 2 prothèses 2 ans après les avoir mises, donc c'est quand même un petit peu dommage en plus. Et ça va nous permettre, puisqu'on fait une confiance qui n'est pas absolue dans les pouvoirs publics, et donc on va, avec un laboratoire privé, faire analyser d'une part la silicone à l'intérieur et la texture, et l'enveloppe, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire si c'est la silicone, si c'est l'enveloppe, ou ce sont les deux qui sont manifestement, qui posent problème. Les 30 000 femmes qui portent ces prothèses attendent des résultats pour savoir ce qu'elles doivent faire. C'est vrai qu'on est dans un véritable problème de santé publique auquel il va falloir répondre à plusieurs niveaux. Faut-il que toutes les victimes se fassent enlever leurs prothèses, ce qui est ma théorie, si vous voulez, en tant que chirurgien? Faut-il attendre, comme semble le dire pas mal de personnes, que vous ayez une rupture pour qu'on vous les enlève avec toutes les conséquences que ça peut entraîner? Et surtout, ce qui m'ennuie médicalement, c'est qu'il n'y a pas de contrôle pré-rupture, si je puis dire. Vous pouvez faire une échographie, mais elle ne vous montrera pas grand-chose. Un scanner peut-être un peu plus, mais vous pouvez avoir une écho normale aujourd'hui et demain avoir un éclatement de votre prothèse. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Maître Philippe Courtois est l'avocat qui défend l'association des victimes.
À l'heure où je vous parle, nous avons à notre cabinet plus de 274 plaintes régularisées et le nombre augmente de jour en jour. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons déposer toutes ces plaintes entre les mains du procureur de la République afin, bien entendu, qu'une action pénale se poursuive par la suite et pour, bien entendu, que ces victimes obtiennent réparation de leurs préjudices par la suite. Ce qu'il faut absolument conseiller aux personnes, aux victimes, justement, qui sont porteuses de ces prothèses, c'est un conseil double. C'est en quelque sorte, c'est vrai, se rapprocher de leur chirurgien afin de savoir si elles sont porteuses de ce type de prothèse et si ce type de prothèse-là est bien ceux mis en cause. Mais également qu'elles portent plainte, puisqu'il ne faut pas que leur préjudice, tout ce qu'elles vont subir, soit mis de côté. Malheureusement, cette société a été mise en liquidation, donc il faut que leurs créances soient inscrites avant une certaine date qui est fin mai. Passé ce délai-là, elles auront les plus grandes difficultés à se faire indemniser. Aujourd'hui, la plupart des victimes, comme Lucie et Alexandra, demandent qu'on remplace leurs prothèses. Moi, j'aimerais que le fabricant PIP, pas des dommages et intérêts, parce que je ne cours pas après l'argent, c'est pas mon but, mais au moins qu'il paye tous les frais pour l'opération du changement des prothèses. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est ce que je veux. Je souhaiterais qu'on m'enlève ces prothèses quand même, parce que, comme je vous ai dit, c'est difficile au quotidien de se dire quand même qu'on a un gel inconnu à l'intérieur. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, apparemment, c'est pas dangereux pour la santé, mais comment le savoir? Comment savoir, voilà, si c'est pas cancérigène, par exemple? C'est l'histoire du combat d'une mère. Depuis 1 mois, Linda se bat pour garder sa fille, Jade, âgée de 3 ans. Nous l'avons suivie. À l'origine, un divorce qui tourne mal. L'ex-mari de Linda l'accuse de négligence et de maltraitance. La machine judiciaire se met en marche. Un juge décide de lui retirer sa fille et de la placer en famille d'accueil. Nous sommes près de Bordeaux. Linda a 38 ans. Elle a 2 grands garçons d'une première union et la petite dernière, Jade, 3 ans. Linda emmène sa fille chez des amis pour la cacher. Normalement, elle devrait l'amener aux services sociaux pour qu'ils la placent dès aujourd'hui dans une famille d'accueil. Mais Linda refuse d'abandonner sa fille. Pourquoi vous la déposez ici précisément? Parce que je ne peux pas la laisser chez la nounou. On est passé tout à l'heure, j'ai klaxonné, parce qu'ils vont aller la chercher forcément avec la force de l'ordre, je ne sais pas comment on appelle ça, chez la nounou ou chez mes parents. Donc il fallait que je trouve quelqu'un de neutre, quoi. Chez qui ils ne vont pas penser venir la chercher. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui? Oui, mais qu'ils me disent que j'ai pas le choix de leur ramener la petite, quoi. Mais ça fait depuis le 30 mars, depuis le jour de la conciliation de divorce, que ça... Quoi, que je vis, pas dans l'angoisse, mais même pas comme une prisonnière. Si, j'ai l'impression, parce que je suis obligée de toujours surveiller, de faire attention, donc je voudrais vivre ma vie tranquille, quoi. Tu m'accompagnes à la voiture? Maman, elle vient te chercher tout à l'heure. D'accord? On va regarder la Gigi. Ah non, je fais la commission, ne vous inquiétez pas. Après avoir mis Jade à l'abri, Linda se rend seule aux services sociaux qui veulent lui enlever sa fille. Je ne pouvais pas amener mon enfant. Parce qu'on me dit, normalement, ils auraient dû venir chez moi la chercher avec les forces de l'ordre. Là, ils me demandent d'amener ma fille. Et en tant que maman, moi, je ne peux pas amener ma fille. C'est impossible. Je ne peux pas. Quelle est votre intention en venant ici? Eh bien, déjà de savoir pourquoi ils ont fait ça, sur quoi ils se basent, et après de leur faire comprendre que non, que moi je me batte pour ma fille, pour ma famille, et qu'on n'enlève pas un enfant comme ça, quoi. Devant les services sociaux du département, une dizaine de personnes attendent Linda. Car dans son combat pour garder son enfant, elle n'est pas seule. Sa famille est à ses côtés et un comité de soutien l'accompagne dans ses démarches. Oui, vous allez dans la salle d'attente, vous? Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'entrevue et les services du département refusent de répondre à nos questions. Linda va expliquer à la fonctionnaire pourquoi elle refuse de leur amener son enfant. À la sortie, elle est déçue. Bon, c'était bien ça.
Ils t'ont fait des propositions? Non, non, ils veulent rien entendre, ils veulent rien... Ils étaient là pour enlever Jade, oui, c'est bien ça. Et ben ils veulent rien entendre, ils veulent rien entendre. Hein. Ils vont le signaler que j'ai pas voulu remettre Jade. Et c'est quoi la prochaine étape? Et bien la cour d'appel. Et c'est là où voilà, ils vont envoyer leur inspectrice, donc pas ces personnes-là. Et là, c'est à moi de me défendre, de dire pourquoi j'ai pas présenté ma fille, pourquoi... Voilà. Et en attendant, vous allez faire quoi? Eh bien, je sais pas. Je vais vivre encore dans l'angoisse, dans le fait que peut-être qu'ils vont m'envoyer les gendarmes, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire de la petite. Ouais, non, elle connaissait pas, mais elle de retour chez elle, Linda retrouve sa famille. Pour les grands-parents de Jade, l'incompréhension est totale. C'est illogique. Il n'y a que de l'injustice. Il n'y a pas d'enquête d'effectuer. Donc n'importe qui peut raconter n'importe quoi et on ne retrouve plus notre gosse 15 jours après. Donc en fait, non, c'est pas possible. Ça a été vraiment très rapide, quoi. Le jugement de divorce n'était même pas prononcé. Voilà, même pas prononcé, qu'une semaine après, il y avait déjà ce placement qui était prévu. On aurait dit que ça avait été déjà étudié depuis... voilà. Jamais j'ai vu un truc pareil, quoi. Les gendarmes peuvent se présenter à n'importe quel moment pour emmener la petite fille. Jade va devoir changer de maison. Elle va partir quelques jours chez ses grands-parents au bord de la mer. Hein, tu vas aller chez papy, mamie? Non, Kali va rester avec maman, Kali. Hein? Tu veux l'amener avec toi? Oui. Non, c'est pas lourd. T'as la force, Jade. Allez. Au début de sa vie, Jade a connu des problèmes de développement. Elle a commencé à marcher à 2 ans seulement et parle depuis peu de temps. Mais aujourd'hui, elle a rattrapé une grande partie de son retard et elle est en pleine forme. Allez, oui, tu vois que tu peux le faire. Allez, encore. Tu t'en vas chez papy et mamie? Ouais. Hein? Oui. Tu vas en vacances? Ouais. Je fais le au revoir? Enfin, au revoir, Voilà, on chez mamie. Allez, on y va. Tout à l'heure, oui. Oh, t'es pressé de partir chez papy, mamie, alors va-t'en, allez. Au revoir. Alors pourquoi elle va chez vos parents? Là, je sais qu'elle est chez son papy et sa mamie, qu'elle est très bien. Je sais que moi, bon, s'ils viennent, eh bien, elle n'est pas là. Je ne suis pas obligée de leur dire où elle est, le temps que... Mais c'est vrai que, bon, il fait beau, une semaine de vacances, on aurait pu en profiter. Une situation difficile à vivre pour Linda. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 4 ans en arrière. À cette époque, Linda vit seule avec ses 2 fils. C'est par un journal de petites annonces qu'elle rencontre son nouveau compagnon. Au bout de 3 mois, Linda tombe enceinte. Ils décident alors de se marier. Mais dès le départ, personne n'y croit. C'est vrai que c'est une belle journée, mais bon, voilà quoi, c'est... Tout le monde disait ça va pas tenir, alors quand on passe aux tables et qu'on entend ça, ça fait pas toujours plaisir, quoi. Voilà, c'est la seule fois où on nous verra nous embrasser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais d'affection. 9 mois plus tard, la petite Jade vient au monde. Linda est folle de joie, mais dans le couple, les choses se détériorent. Au bout de 3 ans de mariage, en janvier dernier, Linda demande à son mari de quitter la maison. Elle veut divorcer. Il n'est pas d'accord, il la menace. Il veut me pourrir la vie, comme il a dit, je vais te faire tout perdre, mais quel est son but? Parce que même si à la rigueur il marie quoi que ce soit, sa fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Rapidement, le mari de Linda met ses menaces à exécution. Il va voir une assistante sociale et prétend que Linda représente un danger pour ses enfants. Curieusement, il ne demande pas la garde de sa fille, il veut simplement qu'elle soit placée en famille d'accueil. Qu'est-ce qu'il est allé déclarer à l'assistante sociale? Dès que sa fille était en danger avec moi, que j'étais une folle, que j'avais essayé de me suicider, qu'il avait peur de moi, que j'avais essayé de le tuer, et que sa fille était maltraitée, que les garçons étaient maltraités. Donc il fallait me retirer la garde des enfants. Je l'affirme, j'ai jamais maltraité mes enfants. Je crie beaucoup, parce que je me fais respecter, surtout pour les grands des ados, que c'est pas facile, mais c'est tout. Est-ce qu'à l'issue de ces déclarations du père, il y a eu une enquête sociale? Non, il n'y a pas eu d'enquête sociale. J'ai eu personne qui est venu, ou même, pas forcément venir chez moi. Quand on me dit une enquête sociale, ça peut être aller voir l'école, mais personne n'est venu, personne. Sans jamais avoir rencontré l'enfant, l'assistante sociale transmet le signalement au procureur, qui saisit la juge pour enfants. C'est cette dernière
qui décide d'ordonner le placement de Jade. Au regard de sa fragilité et du conflit parental massif, où elle est instrumentalisée, Jade est en situation de danger d'évolution caractérisée. Il confie Jade à la direction d'enfance et famille de la Gironde, au Conseil général, pour une durée de 1 an, à compter du 6 avril. Quand vous recevez ce papier, comment vous réagissez? Oh là là, je suis... alors là, j'ai pleuré tout ce que je savais. Je dis, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Vous pensez qu'il y a eu des dysfonctionnements dans Je pense, oui. Oui. Parce qu'on peut pas placer un enfant comme ça. Après, moi, je connais pas les droits, hein, je connais pas... Mais je pense que d'abord, on fait quand même... Sinon, c'est trop facile. À n'importe qui, on enlève un enfant sans nom. C'est trop... faut quand même qu'il y ait des preuves. Mais Linda refuse de baisser les bras. Elle remue ciel et terre pour garder sa fille. Elle fait notamment passer une pétition pour recueillir le soutien de ses voisins. Même la mairie l'appuie dans son combat. L'adjointe au maire, Nicole Korjanewski, la connaît bien. Et comment tu es, toi, actuellement, psychologiquement? Ben, ça va parce que j'ai du monde autour. Parce que tu as du monde autour. Voilà, j'ai la force. D'accord. Ce qui est important, c'est que l'appel soit arrivé relativement vite. Hein. On est bien... nous, ce qui compte, c'est toi et Jade. J'ai quand même des éléments qui me permettent de vérifier que bon, l'enfant est suivi. Ce qui est, pour moi, ma préoccupation première, il y a un enfant qui est suivi avec une maman qui accompagne, y compris dans les difficultés de la petite fille. Que vous apporte le soutien de la mairie? La force, un espoir, quoi, de me dire que je suis pas toute seule, quoi. Ces espoirs, Linda les place aussi entre les mains de son avocate, maître Camille Bayot. Spécialisée dans ce type d'affaires, l'avocate a pourtant été surprise par le caractère expéditif de l'ordonnance de placement. Je l'ai, 12 avril, je l'ai là, c'est la pièce 1. On a du mal à comprendre cette décision qui est basée sur les dires de personnes qui ne sont pas en contact au quotidien avec cet enfant et qui se permettent pour autant d'avoir une position très claire et très tranchée sur la situation de cette famille. Dans cette procédure, on se battra jusqu'au bout. Madame se battra jusqu'au bout, je serai à ses côtés. On a fait un énorme travail ensemble depuis le début de ce dossier. Ça va continuer, on va mettre toutes les chances de notre côté pour que cette décision puisse être réformée. Voilà, mais ce qui avait été... Pas contre la justice, mais je veux savoir, avoir les arguments... pouvoir au moins être entendu. Voilà, savoir l'effet je comprends. Entre guillemets. Bien sûr, mais c'est légitime. Voilà. Prochaine étape, la décision en appel qui sera rendue dans 1 mois et permettra peut-être à Linda de garder sa fille. Yann Bailey, l'homme soupçonné d'avoir tué Sophie Toscan du Plantier, vient d'apprendre qu'il sera peut-être bientôt jugé par la justice française. Non, il n'y aura pas de déclaration. Bailey est sonné. Le juge irlandais vient de lui apprendre qu'il a accepté la demande d'extradition faite par le juge français Patrick Gachon. Une décision qui marque un rebondissement incroyable dans cette affaire. Les parents de Sophie Toscan du Plantier attendaient cette nouvelle depuis près de 14 ans. Ça va faire 14 ans que Sophie est morte. Et il arrive un moment où c'est très très difficile de patienter. Au début, on se dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Il faut quand même bien, dans un crime pareil aussi odieux, qu'un jour, justice soit faite. Les faits remontent au 23 décembre 1996. Sophie Toscan du Plantier était l'épouse du célèbre producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier. À l'approche des fêtes, elle part se reposer dans sa maison de campagne en Irlande. Ces images vidéo de l'aéroport de Cork sont les dernières de Sophie vivante. 3 jours plus tard, elle est assassinée. Il y a 2 ans, sa mère nous avait déjà accordé un entretien. Elle a été assassinée, qu'elle a été frappée à plusieurs endroits, qu'elle avait beaucoup de fractures. L'assassin lui a écrasé la figure. Il a pris je crois que c'était un bloc de ciment, et il lui a écrasé la figure avec ça. Qui a tué Sophie? Très vite, la police irlandaise suspecte un voisin. Il s'appelle Yann Bailey. On a eu un coup de téléphone de la police irlandaise en disant écoutez, on a une personne
qu'on suspecte, mais on l'a pas arrêté, parce qu'il faut quand même qu'on fasse une instruction et tout ça. Mais on a l'espoir que cette personne soit arrêtée rapidement. Si Bailey est suspecté, c'est grâce au témoignage d'une femme, Marie Farrell. Cette voisine l'a vu rôder près de la maison de Sophie, la nuit du crime. Le témoignage le plus important, c'est la personne qui dit l'avoir reconnu, justement, sur une route pas très loin de chez Sophie. Ian Bailey est aussitôt entendu par la police. On l'a arrêté quand même pour une garde à vue, mais en Irlande, la garde à vue, c'est 6 heures, un petit repos, et puis encore 6 heures, on ne va pas au-delà. Alors, permettez-moi de vous dire que n'importe qui, avoir fait un carnage pareil et tout ça, il ne va pas avouer au bout de 6 heures, ni même au bout de 12 heures. En effet, Ian Bailey n'avoue rien. L'enquête repose principalement sur le témoignage de Marie Farrell. Mais en 2005, sous la pression du suspect, elle se rétracte. Elle a été menacée pendant 9 ans. Parce que tous les jours, enfin tous les jours, oui, presque tous les jours, il passait devant chez elle, il lui faisait signe comme ça, qu'il allait la tuer, tout ça. Elle ne vivait pas. D'autres éléments pèsent contre Bailey. Journaliste, il écrit dans les papiers qu'il signe sur l'affaire des détails que seul l'assassin peut connaître. Il se serait aussi vanté dans les pubs de la région d'avoir commis le crime. Mais faute de preuves, la justice irlandaise renonce à faire un procès. La famille de Sophie, elle, continue le combat. En février 2008, son oncle rédige une lettre au président de la République pour relancer l'enquête. Le rapport d'autopsie, nous demandons à ce qu'on reprenne l'enquête. 11 ans après, on estime que ça suffit. Des efforts qui ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, la justice irlandaise coopère avec le juge français Patrick Gachon en charge de l'affaire. Ce dernier estime que les charges qui pèsent contre Bailey sont suffisantes pour le traduire devant une cour d'assises en France. C'est maître Spiliart qui défendra la famille de Sophie. J'ai bon espoir que Ian Bailey soit présenté devant le juge d'instruction Patrick Gachon dans les prochains mois, parce que c'est la suite logique d'une coopération judiciaire bien enclenchée entre les deux pays, l'Irlande et la France, et les choses sont parties de bonne façon, puisque le juge irlandais spécialisé en matière d'extradition a mis à exécution ce mandat la semaine dernière. Malgré les soupçons qui pèsent contre lui, Ian Bailey est toujours présumé innocent. Mais la famille de Sophie attend son procès avec impatience. Pour elle, ce sera la fin d'une très longue attente. Ça fait 13 ans que nous, Sophie, elle nous manque. Elle nous manque physiquement. Elle nous manque, c'est-à-dire qu'il y a des moments là, par exemple, quand on est là dans la maison, elle aimait bien venir parce qu'elle était tranquille, elle pouvait travailler tranquillement et tout ça. Eh bien, il y a des moments, il y a sa chambre, il y a ses affaires. Mais on se dit, mais elle n'est plus là, on ne la verra plus. C'est ça, arriver à se mettre dans la tête qu'on ne la verra plus jamais, c'est une torture. C'est une torture de tant d'années qui ne passera pas. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit, oh, le temps efface. Chez nous, c'est de pire en pire, parce que, je ne sais pas, elle nous manque trop. Elle nous manque trop.